C'est un jardin extraordinaire, il y a des canards. C'est dans un jardin extraordinaire que nous vous accueillons aujourd'hui pour cette 4e nuit de la culture giennoise. Tout d'abord, merci vraiment, merci infiniment pour l'intérêt que vous avez porté à l'émission précédente, l'émission du mois de décembre. Vous avez été très nombreux à la regarder, très nombreux également à communiquer avec nous, donc du fond du cœur, merci. Une émission en plein air aujourd'hui. Ouais, on a profité des beaux jours. Une émission en plein air avec des participants de très grands talents. Sommaire. Rencontre avec Laurence Pouillanfard, professeure de danse qui participe à l'éducation et à l'éveil culturel et artistique de ses élèves. Elle met toute son énergie pour leur apprendre la danse classique et contemporaine. C'est un artiste complet. Il a commencé par la musique, puis le dessin humoristique a suivi, avant de regarder un DVD de magie prêté par son frère et de tomber dingue de l'illusion. Kevin Dupont va vous étonner. Anne de France, dite Anne de Beaujeu, a beaucoup fait pour sa ville, Gien. Elle s'est notamment lancée dans un grand chantier de reconstruction du site castral dès la fin de l'année 1481. C'est Antoine Estienne qui vous servira de guide jusque dans le clocher de l'église. Au sommaire également de cette 4e émission, de la musique et de la danse. Comme vous pouvez le voir, donc un programme très intéressant et très alléchant. Vous restez avec nous pendant 1 heure. Le jeune homme qui est à côté de moi avec son col bleu-blanc-rouge est meilleur ouvrier de France. Il s'appelle Frédéric Dupré. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Marc. Merci de nous accueillir chez vous. Avec plaisir. À Poilly-les-Gien. Exactement. Vous êtes meilleur ouvrier de France, mais vous n'avez pas que ce titre-là. Non, j'en ai beaucoup plus. Alors je vais parler des principaux, oui. Bien sûr, la Coupe de France. Inévitablement, oui, là, le titre de meilleur ouvrier de France. J'ai pu faire la Coupe du Monde également en 2015 à Berlin. Alors je n'ai pas gagné la Coupe du Monde, mais je dirais que j'ai été plutôt bien classé. Et depuis la Coupe du Monde, cela m'a permis de voyager et de voyager toujours à l'étranger, dans le monde entier. Et depuis 2018, les grandes institutions internationales m'ont désigné parmi les 12 meilleurs fleuristes du monde. Vous êtes fleuriste? Vous avez votre métier à un titre? Alors, Parce que pour nous, un fleuriste, c'est quelqu'un qui vend des fleurs. Exactement. Mais pas que. Pas que. Le fleuriste, c'est vrai qu'il est rangé dans une case où il vend des fleurs, il fabrique quelques bouquets, oui. Il met des fleurs dans du papier. Mais le métier n'est pas, c'est un vrai métier d'artisanal, il n'y a pas que ça. Il faut savoir que parmi les 200, je ne sais plus aujourd'hui combien il y en a exactement, mais 200, peut-être 40 corporations des meilleurs ouvriers de France, le métier de paysage et le métier de fleuriste sont les plus reconnus par la Société des meilleurs ouvriers de France, parce que nous touchons à tout, tout et n'importe quoi. Ce qu'on a devant nous là, c'est la structure sur laquelle vous allez faire votre composition tout à l'heure. Exactement. Pour nous, et on vous en remercie encore. Ça, c'est ce que vous disiez, c'est vous qui l'avez construit. Tout à fait. Donc vous pourrez le voir en vidéo. Ouais. On va vous le montrer de manière accélérée, mais on va voir comment vous avez fait. Je fabrique exactement tout, et quelquefois même mes contenants. Ouais. Alors vous êtes designer floral En anglais on dit master florist, donc maître fleuriste. Ça me convient mieux parce que ça reste très artisan. Je dis souvent je suis un artisan du végétal. Je ne suis pas un artisan fleuriste. Parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc au niveau du métier et au niveau surtout du végétal. Vous allez m'expliquer comment, Frédéric, on passe de la paléontologie au végétal. Je voulais être paléontologue et j'ai été vite découragé. Découragé par quelqu'un qui habite également sur Poilly-les-Gien, qui est paléontologue mais en tant qu'amateur, et qui m'a dit attention, c'est un métier qui est passionnant bien sûr, mais qui prend énormément de temps. Vous allez commencer réellement votre carrière à 45-50 ans, énormément d'études qui allaient sûrement coûter très cher pour mes parents. Ensuite il m'a dit que c'était concours sur concours. Ça m'a pas évité ça. J'étais prédestiné de toute façon pour les concours. Bien sûr. Vous êtes encore dedans d'ailleurs aujourd'hui. Voilà. Le coup de grâce, c'est surtout quand il m'a dit il y en a 1 sur 1000 qui réussit. Donc j'ai abandonné. Ça m'a vraiment découragé. Je reste toujours très intéressé par ce métier, ça me passionne. J'aime beaucoup le minéral. Donc ce côté fossile est très lié. Voilà, tout à fait. Donc je me suis dirigé vers une deuxième passion, qui était le végétal. Et j'ai ensuite commencé en paysage. Et quand j'ai commencé, je dirais, le métier de fleuriste, là ça a été une vraie révélation pour moi, mais aussi pour ma prof,
parce que 2 mois après avoir commencé le métier, elle m'inscrivait déjà à un concours qui était le concours des meilleurs apprentis de France et j'ai eu le titre. On fait une école pour en arriver là où vous êtes? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des écoles un peu partout en France, hein. Moi, j'ai étudié à Orléans. Bien évidemment, les écoles sont destinées vraiment pour apprendre les bases du métier. Pour en arriver ici, il faut avoir des années et des années d'expérience, voir énormément de choses, travailler de son côté. Donc il y a presque un côté autodidacte pour en arriver après à un certain niveau. Ça germe dans votre esprit. Il est vrai qu'à une époque, quand je devais créer quelque chose, je me posais sur du papier, je faisais des croquis, j'essayais de réfléchir, j'essayais de m'inspirer sur des choses aussi qui étaient réalisées par d'autres fleuristes. Aujourd'hui, plus du tout. Dès que je dois réaliser quelque chose, le mécanisme se fait, je dirais presque naturellement dans la tête, j'ai presque plus besoin de réfléchir. Parce que inconsciemment, peut-être mon deuxième moi, je ne sais pas, travaille déjà. Et quelquefois, en 5 minutes, l'idée est trouvée. Je fais rapidement un croquis où je mets les points principaux. Voilà. Mais vous avez un magasin? Comment vous faites pour vous faire connaître? J'ai eu des magasins. Et juste après ma Coupe du Monde, j'étais de plus en plus demandé à l'étranger pour donner des cours. Parce que mon principal métier aujourd'hui, c'est formateur à l'étranger. Et je ne pouvais plus gérer la boutique, bien sûr le personnel, et ensuite voyager. Donc j'ai vendu la boutique pour me consacrer qu'à la formation internationale parce que faire passer le flambeau pour moi c'est important. Former les gens c'est important parce que c'est eux demain qui prendront ma place. Pour moi cette profession a besoin d'être défendue parce qu'elle a de vraies valeurs, on n'en parle pas assez. On ne parle que de la cuisine, mais n'oublions pas que notre métier fait partie de la cuisine. Et on a tendance à l'oublier, on fait partie des arts de la table. Oui. Vous voyagez dans le monde entier, vous créez des compositions pour des mariages princiers. C'est une vie très très trépidante. Oui, j'ai quelques demandes là-dessus, parce qu'on me contacte beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on vous connaît. Exactement. C'est grâce à ça qu'on vous connaît dans le monde entier. À votre question. Oui. Décalé. Oui, tout à fait. On me sollicite souvent sur les réseaux sociaux parce que je publie régulièrement mon travail quand je donne des séminaires, des cours ou que j'interviens sur des gros salons professionnels. Mais je m'interdis de travailler pour des grands mariages princiers, etc. Parce que c'est énormément de contraintes. Et puis c'est un autre métier encore. Vous l'avez déjà au niveau fait, de la fleur. pourtant. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. C'est parce que vous l'avez déjà fait que vous ne voulez plus le faire peut-être. Oui, je ne parlerai pas toutes les anecdotes négatives sur des mariages à Dubaï pour les 2 fils du roi d'Arabie. Très complexe et c'est vrai que c'est vraiment un autre métier qui moi ne me passionne pas. Ouais. Vous avez déjà une vie très très riche parce que vous voyagez dans le monde entier, vous apprenez votre métier aux autres. Vous avez encore d'autres envies, encore plus folles que celle-ci? On en a toujours. Bien évidemment, j'aimerais follement monter un institut ou une école, mais en France c'est très compliqué, contrairement aux autres pays européens. Je souhaite, et là par contre ça c'est vrai que ça va se réaliser parce que le projet est déjà mis en place, où je vais créer un livre sur la théorie du métier, mais ma propre théorie, parce que les choses sont imprimées pour moi sur papier. Pour les jeunes, j'ai appris cette théorie, mais une fois que je suis arrivé, je dirais, dans le monde du travail réellement après mes études, il y avait des interrogations. Je ne comprenais pas la théorie que j'avais appris sur certaines choses et j'ai voulu chercher. Et j'ai mis presque 10 ans pour en déduire une vraie théorie. Je ne dis pas que j'ai la parole d'évangile, je ne sais pas si c'est la bonne théorie, mais en tous les cas, je sais que quand j'en parle à l'étranger, même d'autres maîtres fleuristes comme moi sont interloqués par ma propre théorie parce qu'ils se disent « Oui, on enseigne ce qu'on nous a appris, mais c'est vrai que tu bouscules les choses. » Tout évolue aussi. Et bien sûr, tu bouscules la théorie et on ne sait plus si on dit vrai ou si on dit faux. Ça sera la méthode de Frédéric Dupré. Exactement. Voilà, j'ai même déjà le titre du livre, je peux même le dire, c'est Émergence. Voilà, c'est vraiment un livre théorique bien sûr pour aider, mais aussi pour pousser à la réflexion de se dire est-ce que ce que l'on enseigne est la vraie parole.
Vous voyagez beaucoup dans quelques jours là. Vous connaissez votre planning déjà, ou même jusqu'à la fin de l'année, ou même l'année prochaine? Alors, pour tout vous avouer, je faisais 70% de mon activité dans les pays d'Asie et les pays de l'Est. Vu les actualités depuis le Covid c'est moins pratique maintenant. Et aujourd'hui, voilà, le redémarrage est compliqué. C'est pour ça que vous avez eu un petit peu de temps à nous consacrer, et on vous en remercie encore. Car Malgré que je reviens d'Espagne là. Bah oui, donc entre deux avions, vous avez composé pour nous déjà alors cette première base qu'on a vue pendant l'interview se fabriquer. Et qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Alors expliquez-nous. Donc la construction, j'ai pas du tout travaillé des éléments que l'on peut habituellement voir chez les fleuristes, ces fameuses mousses vertes ou noires où on pique les fleurs pour qu'ils soient hydratés. Non, non, là je travaille directement au niveau de l'eau. Je fais une technique japonaise donc avec le bambou. Le bambou qui supporte la structure. Exactement. L'eau qui fait miroir. Hein. Tout à fait, et qui va hydrater donc les fleurs. Donc c'est tout un montage d'autoblocage en quelque sorte. Le squelette donc est tout simplement avec du grillage à poules, qui est armé de manière à ce qu'il soit beaucoup plus rigide avec des lianes et avec des branchages. Oui. Et ensuite, donc, ce que l'on voit avec cette texture un peu magique, ce côté nuage un peu en apesanteur, c'est des akènes de cardan. Les akènes, c'est ce qui est volatile dans le cardan, voilà, c'est ça. Voilà. Mais donc là, moi, je les ai collés à la colle en spray. Derrière vous, je vois de magnifiques iris de chez Cailleux. Hein. Exactement. On va le remercier d'ailleurs, merci beaucoup. Oui, je le remercie. J'y suis allé hier matin à 7 h dans les champs pour cueillir avec lui. Il était en plein travail. C'est toujours magique de directement cueillir notre matière première directement chez le producteur. C'est un endroit magnifique, oui. Tout à fait. Alors bien sûr, l'iris, c'est magique en ce moment. C'est une des fleurs les plus éphémères, c'est-à-dire que là, elles sont fleuries, demain, elles sont fanées. Donc là, la composition, elle est extrêmement éphémère. Bien évidemment, les iris seront vraiment mis à l'honneur. Vous allez voir, ils vont être posés vraiment sur ce... Moi, je vous fais confiance. Sur ce nid, je dirais, très texturé, très fragile. Ce nuage. Tout à fait. J'ai vraiment voulu les cuisiner, je dirais, voilà, avec les akènes, parce que l'iris est très fragile. Il a ce côté, vous allez voir, le mélange de couleurs, la sélection des couleurs que j'ai fait. J'ai vraiment pris des couleurs très pastelisées, très vieillies, presque vintage pour certaines. Je souhaitais avoir presque un décor avec des inspirations à la Monet. Je vais juste les associer avec quelques feuillages du jardin. Donc en l'occurrence un peu de phormium. Ça vient de chez vous? Ça vient de chez moi. Parce qu'en fait, votre jardin, c'est votre vivier en quelque sorte. Vous y prenez des choses. Exactement. Je cueille intelligemment parce que j'ai toujours un peu de mal à cueillir, mais c'est vrai que ça m'aide quand même à créer. Donc ils vont être associés avec un peu de phormium, vous allez voir, pour juste apporter des lignes un peu plus calmes. Je vais également travailler des feuilles d'hosta. Encore une fois, parce que souvent, quand on travaille la fleur, on travaille souvent du feuillage. Le feuillage a deux fonctions chez nous. Soit il nous aide à créer, ou alors à apporter un peu d'âme et de caractère et un côté beaucoup plus naturel à une composition. Dans ce genre de création, là, le feuillage a autant d'importance qu'une fleur. Et ensuite, juste pour associer avec les quelques branchages qui m'apportent un peu de graphisme, là je vais travailler juste une ou deux branches de Sobucus, du sureau. Là la variété c'est Black Lace parce que le feuillage est très découpé. Et je le travaille, c'est juste pour sa couleur, alors bien sûr son graphisme, mais sa couleur, parce que mes supports sont noirs. Donc je veux juste une connexion entre le haut et le bas. Voilà. Pour une parfaite harmonie. Exactement. Car le contenant a toujours énormément d'importance dans un travail. Et vous lui avez donné un nom à cette composition ou pas du tout? Non, jamais. J'ai toujours du mal à donner des noms parce que je trouve toujours un peu ridicule ou voilà. J'ai toujours du mal par contre à trouver des noms aux compositions. Alors on me le demande assez régulièrement, mais là non, j'ai pas du tout. De toute façon, vous avez 1 heure pour réfléchir. D'accord. Frédéric, à vous de jouer. Merci. Et on vous retrouve, je vais venir vous revoir pendant l'émission pour voir comment ça avance tout ça. Pas de problème, et mettre en valeur donc les sublimes iris de chez Cailleux. Merci beaucoup. Bon courage, à tout à l'heure.
Anne de France, appelée aussi Anne de Beaujeu, a beaucoup fait pour sa ville, Gien. Et pour cela, pour tout comprendre, nous allons retrouver tout de suite Antoine Estienne, que je vois sur mon écran et qui doit normalement m'entendre. Oui, je t'entends, Antoine. Jean-Marc. Alors, en 1461, en avril 1461, à Genappe, dans le Brabant, naît une petite fille prénommée Anne. Elle est la fille du couple formé par Louis, le dauphin, le futur Louis XI, et Charlotte de Savoie. C'est la 4e enfant du couple et c'est la première à survivre. C'est dire si ses parents sont heureux d'accueillir cette naissance. Par ailleurs, même si, entre guillemets, il ne s'agit que d'une fille, Louis XI sait très bien quel parti il va pouvoir tirer de cet enfant. Effectivement, dès sa prime jeunesse, Anne va être à de nombreuses reprises fiancée à différents princes au gré des intérêts politiques de son père. La petite fille est élevée très rapidement dans le gynécée d'Amboise, puisque l'année même de sa naissance, en 1461, son grand-père, Charles VII, s'éteint et Louis XI monte sur le trône. Elle sera rejointe dans ce gynécée d'Amboise par sa sœur, Jeanne, en 1464, mais Jeanne sera rapidement écartée de la cour par son père Louis XI, car la jeune fille est contrefaite. En 1470, Anne accueille un nouveau compagnon de jeu, même s'ils ont un grand écart d'âge. C'est le petit Charles, son frère, le futur Charles VIII. Cet enfant, qui est un enfant très chétif, va être élevé un petit peu dans le coton, en quelque sorte, par son père Louis XI, puisqu'il est son unique héritier au trône. De ce fait, lorsque Louis XI meurt en 1483, le petit Charles, qui n'a que 13 ans, il est proche de sa majorité, puisque la majorité des rois de France est fixée à 14, n'est en tout cas pas apte à prendre la relève, et c'est à Anne, dès lors, que Louis XI, à Anne et à son époux, que Louis XI va confier la régence du royaume. Mais nous n'en sommes pas là. En 1473, Anne prend pour époux Pierre de Beaujeu. Pierre de Beaujeu est le cadet de la famille de Bourbon et il va donc potentiellement un jour hériter d'un territoire extrêmement important au centre du territoire national, le duché de Bourbon et d'Auvergne. C'est un personnage qui est proche de Louis XI, ce Pierre de Beaujeu, qui a 35 ans alors qu'Anne n'en a que 12, mais le couple va finalement très bien se trouver car ils partagent des intérêts communs. En 1481, en lien avec ce mariage justement, eh bien, Louis XI va confier à sa fille, pour arrondir sa dot, le grand comté de Gien dans le Val-de-Loire. Ce comté de Gien qui va lui servir en quelque sorte de galop d'essai. Louis XI sait que sa fin est proche et il veut aussi entraîner sa fille à la gestion d'un grand domaine parce qu'il sait qu'elle va devoir très rapidement prendre les rênes du pouvoir. Dès lors, Anne va ici réaliser ses premières armes, en fait, faire ses premières armes dans ce comté de Gien, en se lançant dès la fin de l'année 1481 ou le début de l'année 1482 dans un grand chantier de reconstruction du site castral. À Gien, Anne découvre un château fort sur le promontoire, ici, un château fort et sa collégiale, qui ont été construits en plusieurs étapes. D'abord au XIe siècle, des vestiges de ce château du XIe siècle existent d'ailleurs encore au moment où elle arrive sur le site, et qui ont été en grande partie reconstruits sous Philippe Auguste et peut-être réaménagés sous Jean de Berry. Toujours est-il que le site est complètement obsolète et elle va se lancer dans un complet chantier de reconstruction. Les premiers aménagements ont lieu dans la partie ouest du site castral, ici, au chevet justement des parties les plus anciennes, les parties du XIe siècle. Et puis le chantier avance progressivement d'ouest en est, d'abord avec cette aile à ma droite, ici, à partir de 1481-1482, et puis progressivement donc vers l'est, avec l'aménagement en 1486 d'un premier véritable logis princier au sein de ce château de Gien. Ce château de Gien, il est construit de manière tout à fait nouvelle, avec l'utilisation de la brique. Un matériau local très présent dans le Val-de-Loire, mais un matériau aussi très suggestif,
car cette brique, Louis XI l'a beaucoup utilisée dans ses propres constructions, en particulier sur celle de son château du Plessis-les-Tours. Ce château du Plessis-les-Tours qui était sa résidence favorite. Dès lors, l'emploi de ce matériau, de la brique, pour la construction du château de Gien est un marqueur d'un travail, d'un chantier royal. Et ça n'est pas anodin, évidemment, puisque Anne de France, au moment où elle se lance dans ce chantier de Gien, a déjà des ambitions politiques très affirmées. Le chantier que lance Anne de France à Gien est encore un chantier gothique. La Renaissance n'est pas encore arrivée sur le territoire national à cette époque, même si bien sûr les consciences ont évolué. On est en train de sortir de la période médiévale et on est prêt à accueillir ces nouvelles façons de penser de la Renaissance. Sur les façades de ce château de Gien se rencontrent des signes un peu curieux qui ont fait couler beaucoup d'encre au fil du temps et qu'on a à vrai dire encore du mal à s'expliquer véritablement aujourd'hui. Ces signes sont de différentes natures. On a ici une marelle qui est un jeu médiéval, un jeu de pions que l'on déplace sur un plateau. On a également une flèche, on a bien sûr l'étoile de David et quelques autres signes de ce type, mais qu'on ne rencontre que sur une seule façade, la façade qui se trouve sur la cour d'honneur du château. Une façade qui n'est visible que des personnes autorisées à pénétrer dans cette cour d'honneur, autrement dit les proches du prince et de la princesse commanditaires du chantier. Il s'agit donc d'initiés en l'occurrence, ce sont des signes qui leur sont réservés à ces initiés et ce sont donc sans doute des signes liés au mystère alchimique et à l'ésotérisme du temps. On se passionne pour ces questions à cette époque-là. On n'est donc pas surpris de ne retrouver ces signes-là que sur la cour, un espace qui est vraiment réservé à une petite élite. Ce chantier du château de Gien, il s'échelonne des années 1480-82 aux années 1500. En réalité, le gros du chantier semble avoir été réalisé entre 1482 et 1493. Toujours est-il que ce chantier va réintégrer certains éléments, quelques rares éléments du château précédent. En l'occurrence, la tour Jeanne d'Arc, ici sur cette façade sur Loire, fait partie de ces éléments récupérés du château précédent, du château de Philippe Auguste en l'occurrence. Cette tour est une tour du XIIIe siècle, effectivement, qui avait été déjà réaménagée sous Jean de Berry sans doute, et qui va être récupérée donc, dans le projet final d'Anne de France. Par ailleurs, sur cette façade sur Loire, on rencontre quelques éléments intéressants, et notamment cet édicule arraché, cet édicule détruit dont il ne reste que le cul de lampe qui le supportait, et qu'on a souvent du mal à s'expliquer. Il s'agit en fait d'un oriel, autrement dit d'un bow window en réalité, qui appartenait, et c'est ça qui est intéressant, aux appartements princiers. Et à partir de cet oriel, de ce petit édicule, de cette petite tourelle qui était construite en briques accolée à la façade, eh bien ils pouvaient avoir une vue à 180 degrés sur leur ville de Gien. Le château de Gien, élevé par Anne de France, c'est aussi un logis tout confort. Dans cette tour d'angle se trouve une étuve, autrement dit une salle de bain chauffée, ce qui évidemment est un luxe au XVe siècle. Par ailleurs, ce château de Gien, dès le début de sa construction, va commencer à accueillir des personnages prestigieux. En 1484, alors que seuls les premiers logis nouveaux sont sortis de terre, eh bien Anne de France accueille ici son frère Charles VIII pour le soustraire en réalité pendant plusieurs mois à l'influence, à la mauvaise influence de Louis d'Orléans, son cousin, le duc d'Orléans, qui aurait dû obtenir la régence à la place d'Anne de France.
Au sommet de la tour d'angle du château de Gien se trouve aménagé un clocheton polygonal au-dessus duquel on trouve des petits pinacles et également un épi de faîtage doré à la feuille récemment. Cet épi de faîtage présente tout un décorum, Renaissance notamment, ce qui montre qu'il a été aménagé après 1496, c'est-à-dire après le retour de Charles VIII de ses campagnes d'Italie, d'où il revient accompagné d'un certain nombre d'artistes que sa sœur va récupérer au passage. Et il est également décoré des chardons, un symbole très lié à la famille de Bourbon, à laquelle Anne appartient depuis son mariage en 1473-1474 avec Pierre de Beaujeu, l'héritier du duché. Et sur ce site castral, il n'y a pas que le château, il y a également une église, l'église castrale, véritablement, la chapelle castrale, une grande église, une église collégiale, l'église Saint-Étienne de Gien, érigée en collégiale à l'époque de Philippe Auguste, par Philippe Auguste d'ailleurs, qui était lui-même comte de Gien à cette époque-là. Cette église, c'est un édifice assez vaste, mais qui, au XVe siècle, est en très mauvais état et qui, depuis longtemps, qu'on cherche à reconstruire, mais sans succès jusque-là. Et c'est Anne de France qui va prendre en charge cette reconstruction parallèlement à celle du château. Cette église collégiale, ce n'est donc pas tout à fait la même chose qu'une église classique, ce n'est pas une église paroissiale. Elle a une fonction de paroissiale, mais qui est secondaire dans son usage. C'est avant tout l'église privée du château, la chapelle en quelque sorte de ce château de Gien. Donc l'église privée du comte et de la comtesse, d'Anne de France et de Pierre de Beaujeu. C'est aussi l'église qui est dévolue spécialement à leurs grands officiers, à leurs proches, qui vont fonder donc des chapelles à l'intérieur de cet édifice. Et c'est seulement dans un second registre qu'elle a une fonction de paroissiale vis-à-vis de la population, car Gien possède de très nombreuses églises à cette époque-là, et la principale église paroissiale de Gien, c'est l'église Saint-Laurent, qui se trouve en contrebas de cette église, à l'emplacement du cinéma Le Club aujourd'hui. Cette église d'Anne de France, c'est un grand édifice, donc reconstruit entre 1482 vraisemblablement et les années 1500. Un édifice qui malheureusement n'est pas parvenu jusqu'à nous. Au début du 19e siècle, il est en très mauvais état et finalement, plutôt que de le restaurer, eh bien, on décide de le détruire pour construire un nouvel édifice à sa place. Ce nouvel édifice, ce sera l'église Saint-Pierre, une église néo-renaissance qui, de l'avis de tous, est de mauvaise facture, à la fois de mauvaise qualité de construction et très moche, il faut le dire. Et cette église va disparaître dans les flammes finalement, puisqu'elle est le premier bâtiment à être touché par les bombardements allemands en juin 1940. Elle est donc réduite à néant, reconstruite une nouvelle fois sur ce promontoire. L'église de Gien renaît de ses cendres en 1950, entre 1950 et 1960. C'est l'église Sainte-Jeanne d'Arc que nous connaissons aujourd'hui et qui se trouve actuellement derrière moi, cette église de briques ici. Mais de l'église d'Anne de France, il reste tout de même quelque chose, il reste le clocher aujourd'hui, une tour d'une trentaine de mètres de haut, construite en calcaire de Briard, un calcaire froid, très solide, très résistant, ce qui lui a sans doute permis de résister aux très hautes températures de l'incendie qui s'est déclenché après les bombardements de 1940. Cette tour, elle héberge encore aujourd'hui le bourdon de la ville et les autres cloches de l'église, le bourdon félicule, que nous allons aller voir maintenant. Nous voici maintenant dans le clocher de l'église de Gien, plus précisément dans son beffroi, c'est-à-dire l'étage des cloches, là où sont suspendues les campanes de l'église. Ces cloches, elles sont ici au nombre de 4 aujourd'hui, ce n'était pas forcément le cas à l'époque médiévale, les choses ont beaucoup changé depuis. Ce beffroi, ce sont ces poutres ici, ce système de poutraison qui soutient les cloches elles-mêmes et qui permet de protéger les maçonneries du clocher de l'onde de ces cloches lorsqu'elles sonnent, parce que cette onde serait suffisante pour faire s'écrouler les maçonneries qui n'ont pas la souplesse nécessaire pour l'amortir. Alors il est donc très important ce beffroi et il soutient donc les cloches de l'église aujourd'hui, notamment Félicule.
qui se trouve derrière moi. Alors on l'a dit, le clocher est construit dans les années 1480-1490 et la cloche principale de l'église, Félicule, le bourdon, la plus grosse cloche, est montée au sommet de ce clocher en 1495. Cette cloche, elle est plus particulièrement importante parce que, contrairement à ses voisines, historiquement, elle n'appartient pas véritablement à l'église, elle n'appartient pas au clergé, non. Elle appartient aux habitants de Gien. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle nous dit, cette cloche elle-même, ce qu'elle nous disait en tout cas, la cloche d'origine. Elle nous disait la chose suivante. Aux habitants de Gien j'appartiens. Si colloqués comme le plus haut lieu, ceux du chapitre n'y ont rien, c'est pour régler le service de Dieu. De 3000 fins métal est mon poids, pour les heures sonner en plus gros ton, à celle fin que de tous les endroits, je sois oeil de plus loin en mon son. Baptisé suis Félicule pour mon nom, la Vierge gît en l'église enchâssée, afin qu'en la saison, foudre, tempête de Dieu, en soit chassée. Ce bourdon Félicule, il porte le nom de la sainte patronne de Gien, sainte Félicule, personnage mythique, qui a été enterré ensuite dans l'église de Gien et dont les vestiges ont été dispersés par les protestants durant les guerres de religion. Et cette cloche Félicule, elle appartient donc aux habitants de Gien, c'est inscrit sur cette cloche, qui va permettre de sonner les heures liturgiques bien entendu, puisque la religion catholique imprègne largement la société de cette époque. Et cette cloche, malheureusement, la cloche du XVe siècle, de 1495, va disparaître dans l'incendie du 17 juin 1940, 2 jours après l'incendie qui a totalement ravagé la ville basse. Eh bien, le clocher s'embrase à son tour, ici, il s'effondre, entraînant les cloches avec lui, et elles seront refondues à la Libération, et Félicule pourra ainsi retrouver son clocher et son son se répartir de nouveau au-dessus de la ville de Gien. Nous retrouverons Antoine Estienne dans la prochaine émission, la 5e, donc ce sera au mois de décembre pour la suite de la visite. Soyez patients. Retour auprès de Frédéric. Comment ça se passe, Frédéric? Très bien. C'est toujours un plaisir de travailler ce genre de végétaux parce qu'on ne le travaille pas au quotidien, puisque, voilà, ça, comme je disais tout à l'heure, c'est très très éphémère. Donc c'est très rare qu'on travaille des iris et pourtant c'est une fleur qui est magique. Ce port avec le feuillage et cette tige extrêmement masculine avec en terre c'est très masculin et exactement, et, en fait, et dès qu'elle fleurit, il y a ce côté féminin hyper poétique et d'une fragilité extrême qui intervient tout de suite à l'extrémité. Et souvent je dis que les fleurs et les plantes remarquables, ce sont celles qui ont voilà, ce côté masculin et ce côté féminin à certains moments. On vous laisse travailler et puis on revient. Merci. Je reviens vous voir dans quelques minutes. Très bien. À tout de suite. Nous allons maintenant faire la connaissance d'un artiste incroyable. Il a voulu être dessinateur, illustrateur, il l'a été, mais il sera finalement chanteur et magicien. Et il n'aura même pas eu la chance d'avoir sa petite mallette du parfait magicien au pied du sapin parce que sa nouvelle vocation est arrivée aux alentours de 30 ans. C'est à mon tour maintenant de faire apparaître Kevin Dupont. Kevin, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir dans la nuit de la culture giennoise. Merci de m'accueillir. On accueille quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Chanteur, magicien, mais ça a commencé par le dessin. Effectivement, j'ai commencé mes activités artistiques par le dessin. J'étais passionné depuis tout petit par la bande dessinée et ça a été mon premier métier avant de faire du spectacle professionnellement. J'ai été un dessinateur professionnel à faire beaucoup d'illustrations notamment pour des éditeurs. Pas beaucoup pour les livres, mais plutôt principalement pour des produits dérivés, des cartes postales, des illustrations pour des mugs, des t-shirts. J'ai fait également beaucoup de jeux de cette famille. Et parallèlement, je faisais aussi de la caricature. Et vous aviez un nom pour le dessin? Absolument. Mon pseudonyme pour le dessin, c'était Cadet. Un pseudonyme que j'ai fabriqué avec mes initiales, Kevin Dupont, le K et le D. On m'a dit qu'il y a un de vos dessins qui avait fait le tour du monde. C'est vrai? Oui, effectivement, j'avais fait un dessin avec... c'était
c'était Dieu qui fabriquait le monde et puis qui avait tous ces pots et puis Il y avait tous ces ingrédients. tous les ingrédients et puis il disait je vais juste rajouter une petite pincée de puis oups il y a tout le pot qui tombe sur la terre et puis sur le pot c'était écrit connard, donc il y a tous les connards qui tombent sur la terre. Donc c'est un dessin qui a été que j'avais mis sur internet, je crois, sur un petit forum assez confidentiel, et puis quelqu'un l'a pris, l'a traduit en anglais, et là ça a été c'est parti comme une traînée de poudre, c'est parti dans le monde entier, ça a été traduit en russe, en espagnol, en italien, même des langues que j'ai pas réussi à identifier, et c'est vraiment parti. Donc je peux dire aujourd'hui que ce dessin, malgré tout le succès qu'il a eu, m'a pas apporté grand chose, et il ne m'appartient plus, mais c'était une expérience assez amusante en effet. Du dessin, vous êtes passé directement à la musique. Oui, c'est ça. C'était ma deuxième passion. Ça a été la musique. Oui. J'ai commencé la musique par la guitare. J'ai eu la chance de grandir dans une famille de musiciens. Il y avait toujours Ça aide. Bah effectivement, ça m'a permis de développer, déjà d'avoir une culture musicale, d'avoir l'opportunité de pouvoir toucher un peu les instruments, de les apprivoiser et de développer mon oreille musicale, ce qui fait que je me suis naturellement retrouvé dans cette branche, quoi. Et vos influences musicales alors? Alors, les influences musicales, elles sortent principalement de la culture pop anglaise. Beaucoup la période années 60-70, j'ai été très touché par tout ce bloc de cette émergence musicale qui venait principalement d'Angleterre. Après, j'ai été plus touché par la musique rock des années 90, mais c'est vrai que mon influence de base, c'est vraiment la pop rock des années 60-70. Et vous composez, enfin, vous écrivez et vos chansons, et vous les chantez en anglais uniquement? Alors maintenant, oui, je compose tout en anglais. Quand j'avais commencé la composition assez jeune, hein, d'ailleurs, quand j'étais adolescent, je commençais déjà à écrire des chansons. À cette époque-là, je les écrivais en français puisque je n'avais pas encore les compétences nécessaires pour écrire en anglais. Et puis maintenant, aujourd'hui, comme j'ai eu la chance de beaucoup voyager, puis de côtoyer beaucoup d'anglophones, c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise avec cette langue. Et comme pour moi, l'anglais est une langue qui est très musicale, plus musicale que le français selon moi, je me suis naturellement tourné vers l'anglais pour écrire mes nouvelles chansons. Là, on va regarder un extrait d'un de vos clips, Ouais. Et on va bien se rendre compte de l'influence anglaise de cette chanson. Don't know why you may love this pain. Oh no, should I have to care? Should I try to attach this chain? Oh no, but I wanna dare. Should I write another song, or ask you to sing along? Tell me how you want to be blamed so strong. Should I grab your hair? Tell me how you could be ashamed. That's not unfair. Should I write another song, or ask you to sing along? Goodbye, sweet lullaby, I'm gonna make you cry. Tell me who I am. Goodbye, sweet lullaby, I wish that I could fly. Tell me who I am. Why this love? Les influences sont là, mais moi je trouve que c'est très Kubrick dans l'ambiance. Ça a été voulu ou...
Ça n'a pas été conscientisé, mais effectivement, l'univers de Stanley Kubrick est un univers qui m'a beaucoup touché. Cette structure photographique. Orange Mécanique, enfin, je trouve plus. Oui, Orange Mécanique, effectivement. Alors c'est une influence. Enfin, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qu'on peut peut-être retrouver effectivement dans tous les visuels que je peux aborder. J'ai notamment même le costume d'Orange Mécanique que j'ai déjà utilisé pour des concerts, que je ne mets pas forcément systématiquement, mais ça fait partie de mes costumes et de ma culture, effectivement. Ouais. On a parlé musique, mais à 29 ans, vous dites non, la musique c'est bien, je vais pas dire j'ai fait le tour, mais c'est bien, mais maintenant, la magie, pourquoi pas? Comment c'est venu? Alors la musique, elle a toujours perduré. J'ai toujours continué la musique en parallèle, mais effectivement, à l'âge de 29 ans. Mais la magie s'est additionnée à ça. Effectivement, ouais, c'est vrai que alors je suis tombé dans la magie très tardivement. 29 ans, c'est très tard pour devenir, en tout cas pour s'initier à la magie. C'est mon frère à la base qui était mon frère avec qui je fais de la musique, qui s'intéressait beaucoup à la magie, et puis il me disait c'est génial, je suis en train d'apprendre la magie des pièces. Il faut absolument que tu vois ça. J'ai un DVD d'ailleurs si tu veux apprendre. Puis je lui dis non, pas spécialement, ça m'intéresse pas plus que ça. J'avais une image très ringarde de la magie. Pour moi, un magicien, c'était forcément le chapeau de forme, la boîte avec les étoiles, le petit lapin. Quelque chose de très très vieillot et qui me faisait pas du tout rêver. Et puis donc il m'a prêté ce DVD pour apprendre la magie des pièces, que j'ai visionné des mois et des mois bien après qu'il me l'ait prêté, et je suis littéralement tombé amoureux de la discipline, le close-up. Alors le close-up, c'est une discipline de la magie que je ne connaissais pas du tout. Le close-up, ça vient de l'anglais close-up, qui signifie gros plan. C'est un terme de cinéma qu'on a repris dans la magie, qui consiste à faire des tours de magie vraiment sous les yeux des spectateurs, avec les manches relevées, tous les accessoires sont examinables. Et pour moi, ça a été le déclic. Pour moi, c'était de la vraie magie. On n'était plus dans les boîtes truquées où on voyait, on comprenait à 10 km que la boîte était truquée. Là, il y avait vraiment rien à voir. Et c'est le fait que ce soit sous les yeux, on se dit comment c'est possible de voir ça. Donc j'ai mis le doigt dans l'engrenage, en m'intéressant, en voulant comprendre et voulant maîtriser l'art de la magie des pièces. Et puis sans me rendre compte, je suis venu petit à petit avec les cartes et puis tous les petits accessoires qu'on peut retrouver dans la magie de close-up. Le close-up, ça fascine les gens parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont voir le tour, parce que c'est sous leurs yeux. Donc peut-être que la technique, vous allez me dire peut-être l'inverse, mais la technique, c'est peut-être d'être rapide sur un tour pour éviter cela. Alors, rapidité, pas forcément. Au contraire, il faut essayer plutôt de privilégier la fluidité. Donc la rapidité, ça peut être contre-productive. Les méthodes qui pourraient consister à détourner l'attention doivent se faire plus subtilement que le côté rapide, et plutôt à travailler sur le côté contrôle de l'attention, à savoir gérer toutes les tensions, les relâchements, savoir gérer les temps forts, les pauses, et puis emmener le spectateur là où on a envie d'emmener. Pas forcément pour détourner l'attention, mais pour préparer le spectateur à vivre pleinement l'expérience magique. Il y a un crescendo dans un tour de magie? Oui, effectivement, il y a des phases à respecter. Généralement, c'est quelque chose qu'on trouve d'ailleurs un peu partout dans tous les métiers artistiques, cette courbe émotionnelle qui consiste à commencer assez fort et ensuite redescendre pour créer ce relâchement, soit pour un confort pour le spectateur, parce qu'on peut pas être toujours dans une attention permanente, et ensuite pour mettre vraiment en lumière le point final du numéro. Alors ça je l'ai découvert à travers la magie, mais c'est quelque chose qu'on peut transposer dans tous les spectacles, dans les concerts, chez les humoristes, etc. Il y a toujours ces phases où on commence bien, ça se relâche un peu et on finit encore mieux. Voilà, parce que de toute façon, l'expérience émotionnelle fait que tout est englobé dans cette parenthèse. Si ça commence bien et que ça finit très bien, on ne conserve que ça. On a oublié ce relâchement qui nous a permis de nous emmener à la fin du point culminant. On a tourné juste avant cette interview un tour de magie. On le regarde et on se retrouve après. Avec plaisir. J'aimerais vous parler d'un sujet qui intéresse tout le monde, à savoir l'argent. Permettez-moi de vous emprunter dans un premier temps une petite pièce. Il s'agit d'un demi-dollar américain. D'ailleurs, vous en avez une deuxième ici. Oui. Et je me permets de vous emprunter une troisième pièce. Allez-y. À la limite, on peut même faire ce tour avec une quatrième pièce si vous le souhaitez. Pourquoi pas? 4 demi-dollars qui nous viennent des États-Unis d'Amérique. Ces 4 pièces pour venir jusqu'ici ont forcément voyagé. Et j'aimerais vous montrer à quel point ces pièces voyagent.
Allons-y. Si vous avez un peu d'imagination, peut-être que vous arriverez à voir la première pièce passer d'une main à une autre. Eh bien, je n'ai rien vu. Ça va se faire toujours tout doucement, il n'y a aucun problème. 3 pièces en main, une pièce sur la table, une pièce qui a déjà voyagé, et 3 pièces qui ne demandent qu'à voyager. Si vous écoutez un peu, peut-être que vous arriverez à entendre la deuxième pièce passer d'une main à une autre. Là, j'entends. C'est normal. 2 pièces en main droite et 2 pièces en main gauche. 2 pièces en main gauche, 2 pièces en main droite. Pour la troisième pièce, toujours très facile, ça passe. Pour la dernière, on va le faire au ralenti, comme ça vous arriverez bien à voir comment ça fonctionne. Français, bien sûr. Toujours tout doucement, attention, 1, 2, 3, ça passe. Complètement. Bravo. À présent, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, éliminer une pièce? On va pousser une pièce. Alors. Celle que vous voulez, celle-ci. Celle-ci? Très bien. Vous ne voulez pas changer d'avis? Bah non. Bah non, Elles sont toutes les mêmes, donc ce sera celle-ci. effectivement. Je vais vous demander votre main. Il ne s'agit pas d'une demande en mariage. Allez. Je vais vous confier les 3 pièces Oui. qui restent. Je vais vous demander de fermer votre main, de la retourner. Nous allons mettre sur le dessus de votre main la 4e pièce. La pièce que vous avez Ma pièce. éliminée, effectivement. Je vous ai expliqué tout à l'heure que ces pièces avaient légèrement tendance à voyager et j'aimerais vous montrer à quel point ces pièces font des choses extraordinaires. Est-ce que vous avez senti quelque chose passer? Non. C'est normal, l'argent n'a pas d'odeur. Oui. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Et retourner là, votre la main et surprise. l'ouvrir? Est-ce que vous avez la Une, 4e pièce? 2, Effectivement. 3 et 4. Très bien. Le secret est très simple, en fait, c'est que vous avez éliminé la seule pièce truquée. Regardez, en plus gros, on voit mieux. C'est bluffant. C'est bluffant, que voulez-vous? J'avais les yeux dessus, je n'ai rien vu, forcément. Est-ce qu'on achète un tour de magie? Alors oui, effectivement, il y a tout un marché sur l'achat de tours de magie. On peut apprendre des tours de magie en achetant par exemple des DVD ou des livres. Dans ce cas-là, on peut apprendre soit des tours, soit des techniques, juste des techniques, mais très souvent c'est quand même des tours complets. Ou sinon, on peut également acheter ce qu'on appelle dans le monde de la magie des gimmicks, qui sont des accessoires courants, dans un objet de tous les jours avec le secret caché à l'intérieur de cet objet. Ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser ce genre d'accessoires en complément de techniques pour que justement il n'y ait aucune suspicion. Il y a des salons de magiciens? Bien sûr, il y a des congrès, il y a notamment tous les ans un gros congrès à Blackpool en Angleterre, et même en France, hein, il y a plein de festivals de magie où généralement en off il y a des congrès pour magiciens. Où avec, chacun fait son marché, chacun échange c'est ses ça, idées. on peut acheter des choses. Il y a des conférenciers qui expliquent leur tour, qui généralement vendent leur tour après, ou le bouquin ou le DVD Bien sûr, qui va avec ça. Quand on est magicien, on invente aussi ses propres tours. De toute façon, il est toujours important de se renouveler, ne serait-ce que déjà pour soi, et puis et de s'intéresser un peu aux nouveautés qu'on peut trouver. Alors les nouveautés, je vais mettre des guillemets sur le mot nouveauté, puisque c'est assez difficile d'innover dans la magie, dans le sens où toutes les techniques qu'on utilise encore aujourd'hui sont globalement des vieilles techniques qui existent depuis des siècles et des siècles, mais la présentation fait qu'on a l'impression de découvrir quelque chose de nouveau. Et après, ça peut être des combinaisons de techniques avec une petite subtilité. On améliore un tour? On améliore, de toute façon, un tour peut constamment s'améliorer. On peut également, aujourd'hui avec les technologies, on peut les incorporer aussi dans la magie. Je fais notamment des tours de magie avec un iPad pour faire apparaître des choses ou les remettre dans l'écran. Oui, vous vous adaptez à l'époque. Exactement. Et là, les côtés spectateurs, on a l'impression de voir quelque chose de très nouveau, de très frais, alors qu'en réalité, les techniques utilisées pour ça sont exactement les mêmes qu'on utilisait avant, sauf qu'il y a cet accessoire qui donne l'impression qu'on est vraiment dans quelque chose d'actuel. Ouais. Quelles sont les compétences requises Pour être un bon magicien, Dans un premier temps, il faut naturellement maîtriser un minimum de techniques pour réaliser le tour. Il faut connaître les secrets et surtout savoir les mettre en application. En revanche, il faut déjà maîtriser ce qu'on présente, mais le plus important, selon moi, c'est tout ce qu'on en fait. Ce qui rend la chose magique, c'est justement l'univers que le magicien arrive à créer et emmener le spectateur dans cet univers. Kevin, merci beaucoup. On va pas vraiment se quitter tout de suite parce qu'on va vous retrouver en extérieur maintenant et avec une superbe chanson.
I dare to talk to you, you are everything I need. Did you know? So I hope I will succeed. Did you know? Will I tell you that I want to make love with you? If I dare to talk to you, everybody wanna be a lover. How could I get through? I wanna be your man. I wanna get you. There is one thing I'm sure of. Did you know? Someday I'll call you my love. Did you know? Will I tell you that I want to make love with you? If I dare to talk to you, if I dare to talk to you, if I dare to talk to you. If I Dare to Talk to You, Kevin Dupont, filmé sur le très beau site de l'écluse de Mantelot à Châtillon-sur-Loire. Alors si vous désirez que Kevin vienne animer vos mariages, vos colloques, vos soirées, qu'il passe comme ça de table en table pour des tours de magie, mais pour chanter aussi, car c'est un musicien-chanteur, ne l'oubliez pas, toutes les infos sont actuellement en train de défiler à l'écran. Joignez-le, contactez-le, il sera ravi de vous rencontrer. Histoire, chansons, végétales, fleurs, plantes, magie. Bah oui, il nous reste maintenant la danse à explorer. La danse, c'est maintenant le mouvement des corps, une gestuelle inspirée. Laurence Pouillenfard a fait sienne l'articulation entre le mouvement et la musique. Elle a d'ailleurs sa propre école de danse à Gien. Je vous propose une rencontre avec Laurence maintenant. Laurence Pouillenfard, bonjour. Bonjour. Alors faisons connaissance, qui êtes-vous ? Qui fourmille autour de la danse, autour du mouvement, autour de la chorégraphie. Vous êtes prof de danse donc ? Il paraît. Et depuis combien de temps ? La danse, quand on entre dans la danse, on y rentre plutôt jeune et on enseigne en général assez rapidement parce que si l'on veut danser, n'est pas toujours très simple de danser et de vivre uniquement du spectacle, et donc souvent on enseigne. Et donc ce qui a été mon cas, et du coup je pense, si ma mémoire est bonne, avoir commencé à enseigner vers l'âge de 24 ans, mais ça me permettait de danser surtout, de me donner les moyens de pouvoir faire de la scène, de pouvoir faire des auditions, de pouvoir aller me promener à droite, à gauche. Vous avez une école de danse à Gien, vous avez combien d'élèves ? 70. On commence à l'âge de 4 ans et ensuite on va, en gros on n'a pas de limite. Voilà, on a des cours d'adultes et il n'y a pas de limite d'âge en fait. Les gens viennent dans vos cours, pourquoi ?
Alors pour les enfants, soit c'est une vraie volonté des enfants parce qu'elles ont vu la danse sur les télés, les vidéos, les films et qu'elles rêvent de devenir danseuses. Soit les parents ou les mamans ont très envie que leurs enfants fassent de la danse. Ensuite, il y a des démarches différentes, des gens qui arrivent dans la danse un peu plus tard, qui sont parfois adultes, qui ont envie de démarrer, ça les titillait depuis longtemps, ils n'osaient pas faire le pas, et puis ils se disent bon, on va toujours voir un peu, est-ce possible, voilà. Et donc je m'organise pour créer des cours et les accueillir dans les meilleures conditions, et il y a des ambitions différentes, des choix différents, des options différentes. Des gens qui vont venir pour une pratique amateur, mais comme c'est une école, c'est une pratique amateur qui est sérieuse, c'est-à-dire que on est présent au cours, on ne peut pas se permettre de ne pas y être. Et puis si malheureusement je devais rattraper les cours, le Covid nous a mis beaucoup d'ennuis, eh bien on rattrape tous les cours quoi qu'il arrive. C'est très sérieux. Oui. Vos élèves sont très très assidus? Soit les élèves sont vraiment passionnés et donc il n'y a pas de problème d'assiduité, soit ils ne le sont pas, ils décrochent assez vite et on les voit un an et on les voit plus après. Vous enseignez la danse classique et la danse contemporaine? Oui, parce que en fait cette école que j'ai reprise un peu par hasard, je décide à un moment donné, en 2012, d'aller essayer le cours de danse classique qui existait à Gien. Et le professeur, qui était une dame, dans le cours me demande d'où je sors en fait. Donc je lui dis vaguement que je fais un peu la même chose qu'elle en fait. Et puis il se trouve que je me casse un os du pied dans le cours. Et donc je m'en vais avant la fin du cours parce que j'avais franchement mal aux pieds. Oui. Et puis je disparais. Elle m'avait vu discuter avec une élève dans le cours, donc elle m'a retrouvée par le biais de cette élève et donc elle m'a proposé de reprendre son école. On est sur la scène de la salle Curie. On va resituer, on fait cette interview alors que vous préparez le spectacle de ce soir. Comment il va se passer? C'est par tableau, c'est par âge? On commence par les plus petits, on finit par les plus âgés? Comment ça se passe? Alors, il est articulé autour cette année d'un thème qui était la poésie. Donc, la poésie fait le lien entre toutes les variations et construit le spectacle. Donc oui, en première partie, effectivement, on voit les enfants les plus jeunes, mais il y a aussi des jeunes filles qui viennent danser dans cette première partie. Mais oui, effectivement. On peut plus confirmer. Oui. Pendant que l'on discute, on voit vos élèves justement, puisqu'on les a filmés pendant le filage, c'est-à-dire la dernière répétition avant le spectacle du soir. Et il y a combien de tableaux en tout? Ce sont plutôt les thèmes qui ont été choisis, et par les élèves, et par moi-même aussi, qui font que le spectacle s'est construit. C'est pas seulement un nombre de tableaux, c'est les thèmes qu'on a retenus et comment on a illustré ces choix. Et donc les choses se font. Oui, on m'a proposé le texte sur l'amour, par exemple. On a tous validé, on a choisi de parler de la révolution des œillets, qui est la révolution qui s'est déroulée au Portugal pour faire tomber Salazar, la plus longue dictature qui existait en Europe. Et j'ai une élève dont le grand-père a été enfermé dans cette prison qu'on appelle le fort de Peniche, que l'on voit dans le spectacle, et qui vient au mois d'août l'année dernière et qui me raconte son voyage, qui m'explique qu'elle fait un travail de mémoire sur son grand-père. Je lui dis, écoute Céline, si tu veux, moi je serais partante pour qu'on fasse un sujet là-dessus. Donc voilà, et donc Céline m'a amené ses photos, on a fait un montage sur ce fort de Peniche par exemple, la musique, le poème, etc., etc. Est-ce que vous avez des élèves qui sortent du lot et dont vous vous dites celui-ci ou celle-ci a un avenir prometteur? Oui, mais je ne m'autoriserai pas à leur proposer. Parce que c'est un métier compliqué, c'est un métier difficile. Je ne veux pas, il faut que ce soit une démarche de leur part, on en parle évidemment, mais moi je ne pousse pas dans ce sens-là jamais. Par contre, quand je sens que la personne a des envies et que ça ne me semble pas approprié, je m'arrange pour le dire, pour le faire passer. En fait, depuis que j'ai repris, il y a 3 élèves qui ont pris le chemin professionnel de la danse, donc avec des écoles de formation. Donc elles passent leur diplôme d'enseignement pour être, je ne vais pas dire tranquille, mais presque, c'est-à-dire pouvoir continuer leur métier de danseuse, mais en même temps, ce que je vous disais tout à l'heure,
pouvoir en vivre tranquillement, tout en se réservant du temps pour se vouer à leur passion, être disponible pour les auditions, être disponible pour les répéter, etc. Et faire des spectacles. Alors, les 3 personnes dont vous nous parlez, c'est donc Julie, Evan Et Cléo. et Cléo, Oui. qu'on va voir juste après vous là, Ouais. puisqu'elles ont prévu une chorégraphie que l'on a tournée à l'extérieur, et elles seront accompagnées par l'école de musique de Gien qui, ça, c'est chouette, ça. qui va faire la Bonne musique idée. sur le tableau qu'elles ont choisi d'interpréter. Donc je pense que vous êtes fiers de ces 3 personnes. Ah oui, bah, évidemment, bien sûr, mais on se parle souvent. Mais je pense qu'on l'a, le talent. Ensuite, il faut le développer. Alors c'est sur cet aspect-là où on est là pour aider à sortir, à faire sortir les choses. Mais le talent, on l'a ou on l'a pas. L'idée, c'est comment on va le faire éclore, ce talent. C'est tout le sujet. Laurence, je Ouais. vous remercie. On Moi va aussi. maintenant retrouver donc Julie, Ok. Evan et Et Cléo. Cléo, je vais l'appeler Chloé. Mais en tout cas, on va les regarder et on va Ok. apprécier leur travail. Vous Absolument. allez apprécier leur Ah travail oui, avec nous. absolument. Je vais découvrir avec vous. On les regarde. Ça, c'est top. Merci.
Merci à tous les participants pour ce plateau danse. Il y avait du monde, c'était un plateau danse en fait. Donc je remercie tout le monde, j'ai mes fiches pour ça, et notamment les musiciens de l'école municipale de musique et de théâtre de Gien sous l'impulsion de sa directrice Sabine Legroux. Merci à Nicolas Vicneau pour la coordination. Merci aux 3 danseuses qui ont été élèves de Laurence Pouillanfard, je vous le rappelle, Julie, Evan et Cléo. Merci à Diana qui n'a jamais été élève de Laurence mais qui a rejoint Julie sur le premier tableau. Merci à tous, vraiment merci à l'équipe qui a fait la prise de son aussi, merci à tous. Frédéric, bah voilà, ça y est, on y est, c'est terminé. La composition est enfin réalisée. Objectivement, vous en pensez quoi ? Alors, c'est toujours la question la plus difficile parce qu'on n'est jamais objectif sur son propre travail. En tout cas, la chose principale, c'est que je suis ravi d'avoir travaillé ce genre de fleurs parce qu'on en travaille rarement. On en voit rarement sur les livres, même nous, les maîtres fleuristes, on en travaille quasiment pas des iris. Donc je remercie encore une fois Monsieur Cailleux de m'avoir fourni plusieurs variétés de sa sublime collection qui, si je me trompe pas, il y a 840 ou 850 variétés, donc c'est vraiment exceptionnel. Je suis plutôt satisfait du résultat, mais après vous en jugerez vous-même. Vous allez garder cette composition pendant combien de temps ? Vous allez en profiter pendant quelques jours ? Non. Quelques heures ? Demain, c'est fini. C'est vraiment là l'art de l'éphémère, de l'iris. Ouais. Ce qui va rester vraiment que la construction. Au tout début d'émission, je vous ai demandé un nom à cette composition. Vous en avez trouvé un ? Oui, j'en ai trouvé un, exceptionnellement. Capillaire microscopique. Vous allez voir avec les vues de très très près. On va comprendre. Vous allez comprendre avec le pollen, tous les détails que quand on regarde un iris de très très près, il a vraiment un côté presque insecte. Frédéric, je vous remercie infiniment de nous avoir accueillis chez vous. Avec grand plaisir. D'avoir composé pour nous avec les fleurs d'un grand producteur du coin. Je vais terminer aussi avec d'autres remerciements parce que vraiment un coup de chapeau à tous ceux qui ont participé à cette émission. N'hésitez pas à nous donner vos impressions. On les prendra et on les lira toutes. Donnez vos idées aussi. N'hésitez pas, pourquoi pas aussi, à rejoindre l'association Toquet de Culture qui fabrique cette émission. Tous les dons également sont acceptés et nous allons bientôt mettre en ligne aussi un financement participatif. Nous allons nous quitter pour mieux nous retrouver au mois de décembre. Je voulais aussi terminer cette émission en remerciant nos 2 principaux partenaires, l'atelier des photographes Studio Natsam, qui nous aide sur tous les tournages de cette émission, de tous les plateaux, et également la ville de Gien. Merci à tous et à très bientôt. Il n'y a plus qu'à clapper, Jean-Marc. Eh ben on va aller clapper moi, mais pas trop. Je vais me clapper tout seul. Clappe-toi. De 3000 fins métal et mon poids. Punaise. Ah oui, là faut tout que je recommence. Bravo. C'est impeccable. Une chanson magnifique et enregistrée, filmée à l'église. Je recommence. Pas l'église, c'est à l'écluse. J'étais là, j'étais pas au courant. La particularité de billet de 0 €, c'est que si on veut rajouter des chiffres devant 0, il y a juste à prendre un stylo et de juste faire très attention de ne pas appuyer trop fort parce que si on fait un trou dans le billet, après il n'a plus aucune valeur et c'est vraiment dommage de l'abîmer. Joli. Serre pas la tanche. Il a vraiment pété ton billet.